Chapitre 9. Tonneau en liberté. Le lendemain de la bataille contre les araignées, Bilbo et les nains firent un effort désespéré pour trouver une issue avant de mourir de faim et de soif. Ils se levèrent et partirent d'un pas chancelant dans la direction que 8 sur les 13 estimèrent être celle du sentier. Mais ils ne devaient jamais savoir s'ils avaient raison. Le peu de jour qui existait dans la forêt disparaissait une fois de plus dans les ténèbres de la nuit, quand soudain surgit tout autour d'eux la lumière de nombreuses torches, semblables à des centaines d'étoffes rouges. Les elfes de la forêt bondirent, armés d'arcs et de javelots, et crièrent aux nains de faire halte. Personne ne pensa à se battre. Quand bien même les nains ne se seraient pas trouvés positivement satisfaits d'être capturés, leurs petits couteaux, seules armes en leur possession, n'auraient été d'aucune utilité devant les flèches des elfes qui pouvaient atteindre un œil d'oiseau dans les ténèbres. Ils s'arrêtèrent donc pile et s'assirent pour attendre, tous, hormis Bilbo, qui enfila son anneau et s'écarta vivement. C'est pourquoi, lorsque les elfes lièrent les nains en une longue file à la queue leu-leu, ils ne trouvèrent ni ne comptèrent jamais le hobbit. Ils ne l'entendirent ni le sentirent trotter à bonne distance derrière la lueur de leurs torches, tandis qu'ils emmenaient les prisonniers dans la forêt. Les nains avaient tous les yeux bandés, mais cela ne faisait guère de différence, car même Bilbo, qui avait l'usage de ses yeux, ne pouvait voir où ils allaient, et de toute façon, ni lui ni les autres ne savaient d'où ils étaient partis. Bilbo avait beaucoup de mal à suivre l'allure des torches, car les elfes faisaient marcher les nains aussi vite qu'ils le pouvaient, tout malades et las qu'ils étaient. Le roi leur avait ordonné de faire diligence. Soudain, les torches s'arrêtèrent et le hobbit eut juste le temps de les rattraper avant que les elfes ne commencent à traverser le pont. C'était le pont qui franchissait la rivière pour mener chez le roi. En dessous, l'eau coulait en un flot rapide et noir, et à l'autre bout, des portes fermaient l'entrée d'une énorme caverne qui s'enfonçait dans le flanc d'une pente escarpée, couverte d'arbres. Là, les grands êtres descendaient jusqu'à la rive, au point que leurs pieds plongeaient dans l'eau. Les elfes poussèrent leurs prisonniers sur ce pont, mais Bilbo hésita par derrière. Il n'aimait pas du tout l'entrée de la caverne, et il ne se décida à ne pas abandonner ses amis que juste à temps pour se précipiter sur les talons des derniers elfes avant que les grandes portes du roi ne se refermassent derrière eux avec un bruit retentissant. À l'intérieur, les passages étaient éclairés par des torches rouges, et les gardes elfes chantèrent en suivant les chemins sinueux et croisés remplis d'échos. Ces chemins ne ressemblaient pas à ceux des villes des gobelins. Ils étaient plus petits, moins profondément enterrés, et l'air y était plus pur. Dans une grande salle aux piliers taillés dans la pierre vive, trônait le roi des elfes sur un siège de bois sculpté. Sur sa tête était posée une couronne de baies et de feuilles rouges, car l'automne était revenu. Au printemps, il portait une couronne de fleurs sylvestres. À la main, il tenait un bâton de chêne sculpté. Les prisonniers furent amenés devant lui, et malgré ses regards féroces, il dit à ses hommes de les délier, car ils étaient las et abattus. « D'ailleurs, point n'est besoin de corde ici, dit-il. Il n'y a aucun moyen de s'évader de mes portes magiques pour qui a été amené à l'intérieur. » Il interrogea longuement et minutieusement les nains sur leurs faits et gestes. Il leur demanda où ils allaient et d'où ils venaient. Mais il ne tira d'eux guère plus d'informations qu'il n'en avait obtenu de Thorin. Ils se montrèrent hargneux et irrités, et ne firent même pas semblant d'être polis. « Qu'avons-nous fait, ô roi ?» dit Balin, qui était le plus âgé de ceux qui restaient. « Est-ce un crime d'être perdu dans la forêt, d'avoir faim et soif, d'être pris au piège par des araignées? Les araignées sont-elles pour vous des animaux apprivoisés, des animaux choyés, pour que vous vous irritiez de leur mise à mort ?» Une telle question courrouça naturellement le roi encore davantage, et il répondit « C'est un crime de vagabonder dans mon royaume sans autorisation. Oubliez-vous que vous étiez dans mon royaume et que vous utilisiez la route faite par mes sujets? N'avez-vous point par 3 fois poursuivi et troublé mes sujets dans la forêt
et agiter les araignées par votre tumulte et vos clameurs? Après toute la perturbation que vous avez apportée, j'ai le droit de savoir ce qui vous amène ici. Et si vous ne voulez pas me le dire maintenant, je vous garderai tous en prison, jusqu'à ce que vous ayez appris la raison et les bonnes manières. Il ordonna alors de placer les nains chacun dans une cellule séparée, et de leur donner à manger et à boire, mais de ne pas les laisser passer la porte de leur petite prison, tant que l'un au moins d'entre eux ne serait pas disposé à lui dire ce qu'il voulait savoir. Mais il ne leur fit pas connaître que Thorin était aussi son prisonnier. Ce fut Bilbo qui découvrit la chose. Le pauvre monsieur Saquet. Ce fut pour lui un temps affreusement long que celui qu'il passa tout seul dans cet endroit, toujours en train de se cacher sans jamais se risquer à retirer son anneau, osant à peine dormir, même retiré dans les coins les plus sombres et les plus écartés qu'il pouvait trouver. Pour s'occuper, il se prit à errer dans le palais du roi des elfes. Les portes se fermaient par magie, mais il pouvait parfois sortir s'il était rapide. Les compagnies d'elfes de la forêt, avec quelquefois le roi à leur tête, sortaient de temps à autre à cheval pour chasser ou pour quelque autre affaire dans les bois et les terres de l'Est. Alors, en étant très preste, Bilbo pouvait se glisser derrière eux, bien que ce fût chose dangereuse. À plus d'une reprise, il se trouva presque pris dans les portes comme elles se refermaient brutalement après le passage du dernier elfe. Il n'osait toutefois pas marcher au milieu d'eux à cause de son ombre, toute mince et tremblante qu'elle était à la lueur des torches, ou par crainte de heurts qu'il l'aurait fait découvrir. Et quand il lui arrivait de sortir, c'était assez rare, cela ne lui servait à rien. Il ne voulait pas délaisser les nains et, en fait, il ne savait absolument pas où aller sans eux. Il ne pouvait suivre le train des elfes chasseurs tout le temps qu'ils étaient dehors. Aussi ne découvrit-il jamais les chemins qui sortaient de la forêt, et il restait à errer misérablement dans les bois, en proie à la terreur de se perdre, jusqu'à ce que se présentât une occasion de retour. Et puis, dehors, il avait faim, car il n'était nullement chasseur, tandis que dans les cavernes, il pouvait trouver à manger en volant de la nourriture dans les réserves, ou sur les tables quand il n'y avait personne à proximité. Je suis comme un cambrioleur qui ne pourrait s'en aller, et devrait continuer lamentablement à cambrioler jour après jour la même maison, se disait-il. C'est la partie la plus triste et la plus déprimante de toute cette maudite, fatigante et désagréable aventure. Comme je voudrais être de nouveau dans mon trou de hobbit, auprès de mon propre foyer bien chaud, sous la lumière de ma lampe. Il aurait bien voulu aussi envoyer un message au magicien pour lui demander secours, mais c'était tout à fait impossible, naturellement. Et il ne tarda pas à se rendre compte que s'il y avait quelque chose à faire, ce quelque chose devait être fait par M. Saquet, seul et sans aide. Après une semaine ou deux de cette sorte de vie furtive, à force d'épier et de suivre les gardes, saisissant toutes les occasions possibles, il finit par découvrir où chacun des nains était enfermé. Il décela leurs 12 cellules dans différentes parties du palais, et, au bout de quelque temps, il arriva à savoir très bien se diriger. Quelle ne fut pas sa surprise, un jour qu'il entendait parler quelques gardes, d'apprendre qu'il y avait aussi un autre nain en prison, dans un lieu particulièrement sombre. Il devina aussitôt qu'il s'agissait de Thorin, bien sûr, et il sut bientôt que son hypothèse était exacte. Enfin, après bien des difficultés, il parvint à trouver l'endroit où il était emprisonné et à dire un mot au chef des nains alors qu'il n'y avait personne alentour. Thorin était trop malheureux pour ruminer encore la colère due à ses mésaventures, et il commençait même à penser révéler au roi tout ce qui concernait son trésor et sa quête, ce qui montre à quel point d'abattement il était parvenu, quand il entendit la voix de Bilbo par le trou de la serrure. Il eut peine à en croire ses oreilles, mais bientôt il décida qu'il ne pouvait se tromper. Il s'approcha de la porte et eut un long entretien à voix basse avec le hobbit qui se trouvait de l'autre côté. Ce fut ainsi que Bilbo put apporter secrètement le message de Thorin à chacun des autres nains incarcérés, leur disant que leur chef était aussi en prison à proximité,
et qu'aucun d'eux ne devait révéler leur but au roi pour le moment, ni avant que Thorin ne leur en eût donné l'ordre. Car celui-ci avait repris courage en apprenant comment le Hobbit avait délivré ses compagnons des araignées. Et il était de nouveau décidé à ne pas acheter sa liberté en promettant au roi une part du trésor, avant que tout espoir d'un autre moyen d'évasion n'eût disparu. Avant, en fait, que le remarquable monsieur Saquet l'invisible, dont il commençait à avoir très haute opinion, n'eût totalement renoncé à inventer quelques stratagèmes ingénieux. À la réception de ce message, les autres nains furent tout à fait d'accord. Ils pensaient tous que leur propre part du trésor, qu'ils considéraient tout à fait comme leur bien, en dépit de leur situation et du dragon encore invaincu, pâtirait sérieusement si les elfes de la forêt en revendiquaient une partie, et ils faisaient tous confiance à Bilbo. Il devait arriver exactement ce qu'avait prédit Gandalf, vous comprenez? Peut-être était-ce en partie pourquoi il les avait quittés. Mais Bilbo, lui, n'éprouvait pas du tout la même confiance qu'eux. Il n'aimait pas que tous comptent sur lui, et il aurait bien voulu avoir le magicien sous la main. Ce souhait était vain, toutefois. Sans doute était-il séparé par toute la sombre étendue de Mirkwood. Il s'assit pour réfléchir. Il réfléchit jusqu'à ce que sa tête fût près d'éclater, mais aucune idée lumineuse ne se présenta. Un anneau invisible, c'était bien beau, mais cela ne pouvait servir à grand-chose pour 14 personnes. Cependant, il n'en devait pas moins en fin de compte sauver ses amis. Et voici comment la chose se passa. Un jour qu'ils furetait à l'aventure, Bilbo découvrit un fait très intéressant. Les grandes portes n'étaient pas la seule entrée des cavernes. Une rivière coulait sous une partie des régions les plus profondes du palais et rejoignait la rivière de la forêt à quelque distance vers l'est, au-delà de la pente escarpée, dans laquelle s'ouvrait l'orifice principal. À l'endroit où ce cours d'eau souterrain sortait de la colline, il y avait une porte d'eau. Le plafond rocheux descendait tout près de la surface, et une herse pouvait en être abaissée jusqu'au lit de la rivière pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir par là. Mais cette herse était souvent levée, car il y avait beaucoup de va-et-vient par cette ouverture. Entrant de cette façon, on se serait trouvé dans un tunnel sombre et raboteux qui menait profondément au cœur de la montagne. Mais en un certain point où il passait sous les cavernes, la voûte avait été entaillée pour faire place à de grandes trappes de chêne. Celles-ci ouvraient vers le haut dans les caves du roi. Là étaient entassés des tonneaux en grande quantité, car les elfes de la forêt, et surtout le roi, appréciaient beaucoup le vin, bien qu'il n'y eût pas de vignes dans cette région. On apportait le vin et d'autres marchandises de très loin, de chez les parents du sud ou des vignes des hommes dans les terres lointaines. Caché derrière l'un des plus grands tonneaux, Bilbo découvrit les trappes et leur usage, et restant à là à écouter la conversation des serviteurs du roi, il apprit comment le vin et les autres marchandises arrivaient en remontant la rivière ou par terre jusqu'au long lac. Il semblait qu'il se trouvât encore là une ville des hommes, prospère, édifiée sur des ponts qui s'avançaient loin dans l'eau comme protection contre les ennemis de toutes sortes, et spécialement contre le dragon de la montagne. De la ville du lac, on amenait les tonneaux en remontant la rivière de la forêt. Souvent, ils étaient simplement attachés ensemble comme de grands radeaux et construits à la perche ou à la rame. Parfois, on les chargeait sur des bateaux plats. Quand les tonneaux étaient vides, les elfes les jetaient par les trappes, ouvraient la grille, et les tonneaux s'en allaient flotter en dansant sur la rivière jusqu'à ce qu'ils fussent entraînés par le courant à un endroit situé très loin en aval, où la rive formait une saillie, à l'orée même de Mirkwood, vers l'est. Là, on les rassemblait, on les attachait ensemble, et on les faisait flotter jusqu'à la ville du lac, qui se trouvait tout près dans l'endroit où la rivière de la forêt se jetait dans le long lac. Bilbo resta quelque temps assis là, à réfléchir sur cette porte d'eau, demandant si elle était utilisable pour l'évasion de ses amis. Et enfin, lui vinrent les éléments d'un plan désespéré. Le repas du soir avait été apporté aux prisonniers. Les gardes s'en allaient d'un pas lourd dans les passages, emportant avec eux les torches et laissant tout dans les ténèbres. Bilbo entendit alors les chansons du roi dire bonsoir au chef des gardes.
Venez donc avec moi goûter le nouveau vin qui vient de rentrer, dit-il. Je vais avoir fort à faire ce soir pour retirer les fûts vides des caves. Aussi, prenons d'abord un verre pour faciliter le travail. Très bien, dit le chef des gardes, riant. Je vais goûter le vin avec vous pour voir s'il convient à la table du roi. Il y a festin ce soir et il ne faudrait pas y envoyer de la bibine. En entendant cela, Bilbo fut tout en émoi, car il voyait que la chance était avec lui et qu'il avait une occasion immédiate d'essayer son plan désespéré. Il suivit les deux elfes jusqu'à leur entrée dans une petite cave, où ils s'assirent à une table sur laquelle se trouvaient deux grands pots. Ils se mirent bientôt à boire et à rire joyeusement. Une chance peu ordinaire servit alors Bilbo. Il fallait un vin bien fort pour donner sommeil à un elfe de la forêt, mais ce vin-là était, semble-t-il, du cru capiteux des grands jardins du Dorwinion, qui n'était pas destiné aux soldats et aux serviteurs, mais réservé au seul festin du roi. Il était généralement servi dans des coupes plus petites que les grands pots de l'échanson. Le chef des gardes ne tarda pas à dodeliner de la tête. Puis il la posa sur la table et tomba dans un profond sommeil. L'échanson continua un moment à parler et à rire tout seul, sans paraître s'en apercevoir. Mais bientôt, sa tête aussi s'inclina sur la table, et il s'endormit en ronflant à côté de son ami. Le hobbit entra alors en catimini. Le chef des gardes fut bien vite soulagé de ses clés, et Bilbo trotta aussi vite qu'il le put le long des passages menant aux cellules. Le grand trousseau lui paraissait très lourd, et il avait souvent une peur bleue en dépit de son anneau, car il ne pouvait empêcher les clés de faire à chaque instant un grand cliquetis qui le jetait dans les transes. Il ouvrit d'abord la porte de Balin, et il la referma avec soin à clé aussitôt que le nain fut dehors. Balin fut extrêmement surpris, comme vous pouvez l'imaginer. Mais tout heureux qu'il était de sortir de son ingrate petite chambre de pierre, il voulait s'arrêter pour poser des questions, savoir ce que Bilbo comptait faire et tout. « On n'a pas le temps maintenant, dit le hobbit. Suivez-moi, simplement. Nous devons rester tous ensemble et ne pas courir le risque d'être séparés. Il faut nous évader tous ou pas un seul, et c'est notre dernière chance. Si on découvre ceci, Dieu sait où le roi vous fourrera ensuite. Chaîne aux mains et aux pieds aussi, je pense. Ne discutez pas, vous serez gentils. » Puis il alla de porte en porte, jusqu'à ce que sa suite fût au nombre de 12, dont aucun n'était très alerte, vu les ténèbres et leur long emprisonnement. Le cœur de Bilbo battait la chamade à chaque fois que l'un d'entre eux se cognait à son voisin, grognait ou murmurait dans l'obscurité. « La peste soit de ce vacarme de nains, se disait-il. Mais tout alla bien. Ils ne rencontrèrent pas de garde. En fait, il y avait ce soir-là dans la forêt et dans les salles d'en dessus un grand festin d'automne. Presque tous les gens du roi étaient en pleine réjouissance. Enfin, après beaucoup de tâtonnements, ils arrivèrent à la cellule de Thorin, située en un endroit très profond et, par bonheur, proche des caves. « Ma parole, dit Thorin quand Bilbo lui murmura de sortir pour rejoindre ses amis. Gandalf a dit vrai, comme à son ordinaire. Vous faites le moment venu un bien bon cambrioleur, à ce qu'il paraît. Assurément, nous sommes tous à jamais à votre service, quoi qu'il advienne désormais. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Bilbo vit qu'il était temps d'exposer son idée, dans la mesure où il le pouvait. Mais il n'était pas du tout assuré de ce qu'en penseraient les nains. Ses craintes étaient parfaitement justifiées, car ils ne l'apprécièrent pas le moins du monde, et commencèrent à grommeler à voix haute en dépit du danger qui le menaçait. « On va être tout meurtri et mis en compote, ou même noyé, c'est sûr, » grognait-il. « Nous pensions que vous aviez une idée raisonnable, quand vous avez trouvé moyen de vous emparer des clés. Ceci est fou. » « Bon, répliqua Bilbo, très découragé et aussi assez ennuyé. Regagnez donc vos agréables cellules, et je vous enfermerai tous de nouveau. Vous pourrez alors vous y installer confortablement pour réfléchir à un meilleur plan. Mais je ne pense pas pouvoir jamais remettre la main sur les clés. Me sentirais-je même l'envie d'essayer ?» C'en était trop pour eux, et ils se calmèrent. En fin de compte, ils durent naturellement faire exactement ce que suggérait Bilbo, puisqu'il leur était de toute évidence impossible de tenter de trouver le chemin des salles supérieures, ou de se frayer en combattant une sortie par des portes qui se fermaient par magie,
et il était vain de grogner dans les passages avant d'être repris. Aussi se glissèrent-ils à la suite du hobbit dans les caves les plus profondes. Ils passèrent devant une porte par laquelle on pouvait voir le garde et les chansons ronflant tous leurs sous, un sourire sur la figure. Le vin de Dorwinion suscite des rêves profonds et agréables. Le visage du chef des gardes aurait une expression différente le lendemain, en dépit de l'attention de Bilbo, qui, avant de poursuivre son chemin, se glissa dans la cave et remit les clés à la ceinture du dormeur. Cela lui épargnera un peu d'ennui, se dit M. Saquet. Il n'était pas mauvais bougre et il traitait bien les prisonniers. Ils n'y comprendront rien non plus. Ils vont penser que nous possédions un charme très puissant pour passer par toutes ces portes fermées à clé et disparaître. Disparaître. Il faut que nous nous activions sans tarder si cela doit se faire. Balin fut désigné pour surveiller le garde et les chansons et donner l'alerte s'il bougeait. Les autres se rendirent dans la cave voisine où se trouvaient les trappes. Il n'y avait pas de temps à perdre. Des elfes avaient reçu l'ordre, Bilbo le savait, de descendre avant peu pour aider les chansons à faire passer les tonneaux vides par les abattants dans la rivière. Ces tonneaux étaient en fait déjà alignés au centre de la cave, attendant d'être poussés. Une partie était des fûts à vin, guère utilisables, vu la difficulté d'en ouvrir le fond sans faire grand bruit. Et il n'était pas aisé non plus de les réassujettir. Mais il y en avait plusieurs autres qui avaient servi à apporter au palais du roi d'autres marchandises, beurre, pommes et toutes sortes de choses. Ils en eurent bientôt trouvé 13 assez grands pour contenir chacun un nain. Certains étaient même trop spacieux, et en y grimpant, les nains pensèrent avec inquiétude aux secousses et aux heurts qu'ils recevraient à l'intérieur, bien que Bilbo fît de son mieux pour trouver de la paille et d'autres matériaux pour les emballer aussi confortablement qu'il se pouvait en aussi peu de temps. Finalement, 12 nains furent installés. Thorin avait donné beaucoup de soucis. Il se tournait et se tortillait dans son tonneau, grognant comme un gros chien dans une petite niche. Tandis que Balin, dernier venu, faisait beaucoup d'histoires à propos de ses prises d'air et prétendait étouffer avant même que son couvercle ne fût assujetti. Bilbo avait fait tout ce qu'il pouvait pour calfater les trous existants dans les côtés des tonneaux et pour fixer les couvercles aussi sûrement que possible. Et maintenant, il restait de nouveau tout seul à courir de tous côtés pour mettre la dernière main à l'emballage, espérant contre toute espérance la réussite de son plan. Il était grand temps. 1 ou 2 minutes à peine après que le couvercle de Balin avait été fixé, vinrent un bruit de voix et la lueur tremblante de torches. Plusieurs elfes entrèrent dans les caves, riant, bavardant et chantant des bribes de chansons. Ils avaient quitté un joyeux festin dans une des salles et ils étaient bien décidés à y retourner aussi tôt que possible. « Où est ce vieux galion, les chansons ?» dit l'un. « Je ne l'ai pas vu aux tables ce soir. Il devrait être ici à présent pour nous montrer ce qu'il y a à faire. »« Je vais me fâcher si le vieux Lambin est en retard, » dit un autre. « Je n'ai aucune envie de perdre du bon temps ici en bas, tandis que les chansons vont bon train là-haut. »« Ha ha !» cria quelqu'un. « Voici le vieux coquin, la tête sur une cruche. Il a fait sa petite bombance à part avec son ami le capitaine. »« Secoue-le, réveille-le !» s'écrièrent les autres avec impatience. Galion ne goûta aucunement d'être secoué ou réveillé, et encore bien moins d'être moqué. « Vous êtes tous en retard, » grommela-t-il. « Je suis là à vous attendre depuis je ne sais combien de temps, tandis que vous autres, vous buvez et vous vous égayez, oubliant votre tâche. Il n'y a rien d'étonnant à ce que je m'endorme de lassitude. »« Rien d'étonnant quand l'explication se trouve à portée dans un pot, » firent-ils. « Allons, faites-nous goûter votre soporifique avant que nous ne nous mettions au travail. Inutile de réveiller le porte-clés là-bas. Il a eu sa part à le voir. » Ils burent alors une tournée et devinrent tout d'un coup fort gais. Mais ils ne perdirent pas tout à fait la tête. « Dieu nous garde, Galion !» s'écrièrent certains. « Vous avez fait bombance bientôt et vous vous êtes brouillé l'esprit. Vous avez mis ici des tonneaux pleins au lieu des vides, si on peut se fier au poids. »« Faites donc votre travail !» gronda les chansons. La sensation de poids ne signifie rien dans les bras d'un ivrogne paresseux. Ce sont ces tonneaux-là qui doivent partir et nul autre. Faites ce que je vous dis.
Bon, bon, répondirent-ils, tout en faisant rouler les tonneaux vers l'ouverture. Que cela retombe sur vous si les tonneaux pleins de beurre du roi et de son meilleur vin sont jetés à la rivière pour que les hommes du lac s'en régalent gratis. Roulez, 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 tout roulant par le trou. Oh hiss, plouf et floc, les voilà en bas, les voilà qui rebondissent. Ainsi chantèrent-ils, tandis que, l'un après l'autre, les tonneaux s'ébranlaient vers la noire ouverture et étaient poussés dans l'eau froide, à quelques pieds en dessous. Certains fûts étaient réellement vides, d'autres, au contraire, contenaient chacun un nain soigneusement empaqueté. Mais ils descendirent tout de même, un à un, avec main, choc et heurts, résonnant sur ceux qui étaient déjà en bas, claquant dans l'eau, rebondissant sur les parois du tunnel, se cognant les uns les autres, avant de partir en dansant dans le courant. Ce fut juste à ce moment que Bilbo découvrit soudain le point faible de son plan. Vous l'avez très probablement vu depuis quelque temps déjà, et vous avez dû vous rire de lui. Mais je ne pense pas que vous auriez fait à moitié aussi bien à sa place. Évidemment, il ne se trouvait pas lui-même dans un tonneau, et il n'y avait personne pour l'y emballer, même si l'occasion s'en était présentée. Selon toute apparence, il allait cette fois perdre ses amis. Ils avaient déjà presque tous disparu par la sombre trappe, et resté terriblement seuls, obligés de se tenir à jamais cachés, cambrioleurs permanents dans les cavernes des elfes. Car eût-il même pu s'échapper tout de suite par les portes d'en haut, il aurait eu bien peu de chance de jamais retrouver les nains. Il ne connaissait pas le chemin par terre du lieu de rassemblement des tonneaux. Il se demandait ce qui allait bien pouvoir arriver aux nains sans lui, car il n'avait pas eu le temps de leur dire tout ce qu'il avait appris, ni ce qu'il avait l'intention de faire une fois qu'il serait sorti de la forêt. Tandis que ces pensées lui passaient par la tête, les elfes, très gais, commencèrent à chanter une chanson près de la porte d'eau. Certains avaient déjà été halés les cordes qui relevaient la herse, de façon à laisser passer les tonneaux aussitôt qu'ils seraient tous à flot en dessous. Au long de la rivière noire et rapide, retournez aux terres que vous connûtes un jour. Quittez les salles et les cavernes profondes, quittez les monts escarpés du nord, où la forêt vaste et obscure descend dans l'ombre grise et lugubre. Flottez au-delà du mont des arbres dans la brise murmurante, par-delà les joncs, par-delà les roseaux, par-delà les herbes ondoyantes du marais, au travers de la brume qui s'élève blanche du lac et de l'étang la nuit. Suivez les étoiles qui montent dans les cieux froids et escarpés. Tournez-vous quand l'aurore s'étendra sur la terre, sur les rapides, sur les sables, vers le sud et vers le sud. Cherchez le soleil et le jour, de nouveau vers les pâturages, de nouveau vers les prairies où se nourrissent les vaches et les bœufs, de nouveau vers les jardins, sur les collines, où les baies se gonflent et s'emplissent, sous le soleil, sous le jour. Vers le sud et vers le sud. Au long de la rivière noire et rapide, retournez aux terres que vous connûtes un jour. Et maintenant, on roulait le dernier tonneau vers la trappe. En désespoir de cause et ne sachant que faire d'autre, Bilbo s'y accrocha, et il fut poussé avec lui par-dessus bord. Il tomba, floc, dans l'eau froide et noire, le tonneau par-dessus lui. Il revint à la surface, crachant, agrippé au bois comme un rat, mais malgré tous ses efforts, il ne put grimper sur le tonneau. À toutes ses tentatives, celui-ci roulait sur lui-même et le replongeait sous lui. Il était réellement vide et flottait léger comme un bouchon. Bien que ses oreilles fussent remplies d'eau, le hobbit entendait les elfes chanter dans la cave au-dessus de lui. Puis, tout à coup, les abattants retombèrent avec un bruit retentissant et les voix s'évanouirent. Il était dans le tunnel noir, flottant dans une eau glaciale, tout seul, car on ne saurait tenir compte d'amis enfournés dans des tonneaux. Très bientôt, une tache grise se dessina devant lui dans les ténèbres. Il entendit le grincement de la herse qu'on levait,
et il se trouva au milieu d'une masse dansante de barils et de tonneaux qui s'entrechoquaient, en se serrant pour passer sous l'arche et gagner la rivière libre. Il eut fort à faire pour éviter d'être écrasé et mis en pièces. Mais enfin, la masse bousculante commença de se disperser et de partir tonneau par tonneau, en oscillant sous la voûte de pierre. Il vit alors qu'il eût été vain, même s'il l'avait pu, de grimper sur son tonneau, car il n'y avait pas d'espace libre, fût-ce pour un hobbit, entre le sommet et la voûte qui s'abaissait soudain à l'endroit de la porte. Les voilà donc sortis, sous les branches surplombantes des arbres de l'une et l'autre rive. Bilbo se demandait ce que les nains pouvaient penser, et s'ils pénétraient beaucoup d'eau dans leurs tonneaux. Quelques-uns de ceux qui dansaient à côté de lui dans l'obscurité lui paraissaient flotter assez bas, et il devina que c'étaient ceux qui contenaient des nains. « Ah, que j'espère avoir assujetti les couvercles assez serrés, » se dit-il. Mais très vite, il eut trop à se préoccuper de lui-même pour penser aux nains. Il s'arrangeait pour tenir la tête hors de l'eau, mais il frissonnait de froid. Il se demanda s'il allait en mourir avant que la fortune ne tournât, combien de temps il serait capable de se cramponner, et s'il devait courir la chance de lâcher prise pour essayer de gagner la rive à la nage. La fortune ne tarda toutefois pas à changer, en effet. Le courant tournoyant amena, en un certain point, plusieurs tonneaux tout contre le bord, et ils restèrent immobilisés là par quelques racines cachées. Bilbo profita alors que son tonneau était maintenant tenu par un autre pour y grimper. Il l'escalada comme un rat noyé et se tint étalé sur le dessus pour conserver tant bien que mal l'équilibre. Le vent était froid, mais meilleur tout de même que l'eau, et il espéra ne pas retomber en roulant quand les tonneaux s'en iraient de nouveau. Bientôt, les tonneaux se dégagèrent et partirent en tournoyant dans la rivière jusqu'au courant principal. Il eut alors toute la difficulté qu'il avait crainte à se tenir accroché, mais il y parvint de façon ou d'autre, bien que sa position fût affreusement inconfortable. Il était heureusement très léger. Le tonneau était un bon gros tonneau, et comme il n'était pas tout à fait étanche, il avait pris une petite quantité d'eau. Ce n'en était pas moins comme essayer de monter sans bride ni étrier un poney ventru qui n'aurait pensé qu'à se rouler dans l'herbe. Monsieur Saquet finit par atteindre ainsi un endroit où les arbres se faisaient de part et d'autre moins drus. Il pouvait voir au travers le ciel plus pâle. La noire rivière s'ouvrit soudain largement, et là, elle rejoignait le flot principal de la rivière de la forêt qui descendait en un cours rapide des grandes portes du roi. Il y eut une nappe d'eau sombre qui n'était plus obscurcie par les branches, et à sa surface mouvante dansaient les reflets irréguliers de nuages et d'étoiles. Puis les eaux rapides de la rivière de la forêt emportèrent toute la troupe de tonneaux et de barils vers la rive nord, dans laquelle elles avaient creusé une large baie. Celle-ci avait une plage de galets sous des berges en encorbellement, et elle était bordée à l'est par un petit cap de rocs durs. La plupart des tonneaux s'échouèrent sur la plage, bien que quelqu'un allasse heurter l'avancée rocheuse. Il y avait des gens aux aguets sur la rive. Ils rassemblèrent rapidement tous les tonneaux en les poussant avec des perches sur des hauts fonds. Après les avoir comptés, ils les lièrent ensemble et les laissèrent là jusqu'au matin. Les pauvres nains. Bilbo n'était pas en trop mauvaise posture à présent. Il se glissa à bas de son tonneau et pataugea jusqu'à la terre ferme. Puis il s'avança furtivement vers les huttes qu'il voyait au bord de l'eau. Il n'y regardait plus à deux fois avant de profiter sans invitation d'un souper quand il se présentait, tant il y était maintenant habitué, et il savait trop ce que c'était que d'avoir vraiment faim, et non pas de s'intéresser par pure politesse aux friandises d'un garde-manger bien garni. Il avait aussi aperçu un feu parmi les arbres, et cela lui convenait assez avec ses vêtements trempés et dépenaillés qui, froids et gluants, lui collaient au corps. Il serait superflu de nous étendre sur ces aventures de cette nuit-là, car nous touchons maintenant à la fin du voyage vers l'Est, pour arriver à la dernière et plus grande aventure, et nous devons nous hâter de poursuivre notre récit. Naturellement, avec l'aide de son anneau magique, il se débrouilla très bien au début, mais il fut trahi en fin de compte par ses pas humides
et par la traînée de gouttes qu'il laissait partout où il allait et où il s'asseyait, sans compter qu'il commençait de s'enrhumer, et que chaque fois qu'il essayait de se cacher, il était découvert par les terribles explosions de ses éternuements réprimés. Il eut bientôt un bel émoi dans le village voisin de la rive, mais Bilbo s'échappa dans les bois, emportant une miche, une outre de vin et un pâté qui ne lui appartenait pas. Il dut passer le restant de la nuit tout mouillé, loin de tout feu. Mais l'outre l'aida à passer ce dur moment, et il s'assoupit même un peu sur des feuilles sèches, bien que l'année fût assez avancée et l'air froid. Il se réveilla sur un éternuement particulièrement bruyant. C'était déjà l'aube et il y avait un joyeux tapage près de la rivière. On confectionnait un radeau de tonneaux que les elfes nautonniers conduiraient bientôt par la rivière jusqu'à Laqueville. Bilbo éternua de nouveau. Il ne dégoûtait plus, mais il avait froid partout. Il descendit aussi vite que ses jambes engourdies voulaient bien le porter, et il trouva moyen de monter juste à temps sur la masse de tonneaux sans se faire remarquer dans l'affairement général. Il n'y avait heureusement pas de soleil à ce moment pour projeter une ombre malencontreuse, et par bonheur, il n'éternua plus pendant un bon moment. Il y eut un puissant maniement de perche. Les elfes qui se tenaient dans l'eau du haut fond soulevèrent et repoussèrent le radeau. Les tonneaux maintenant tous réunis s'agitèrent en grinçant. C'est un lourd chargement, grognèrent certains. Il s'enfonce trop, et il y en a qui ne sont certainement pas vides. S'il s'était échoué de jour, on aurait pu jeter un coup d'œil à l'intérieur, ajoutèrent-ils. Pas le temps maintenant, cria le conducteur du radeau. Poussez! Et ils finirent par partir, lentement d'abord, jusqu'à ce qu'ils eussent dépassé la pointe du rocher où d'autres elfes étaient postés pour les repousser avec des perches. Puis de plus en plus vite, à mesure qu'ils attrapaient le courant principal, et ils s'en allèrent, naviguant vers le lac. Ils s'étaient évadés des geôles du roi, et ils avaient traversé la forêt. Mais étaient-ils vivants ou morts? Voilà qui reste à voir.